Le taux de l'obligation assimilable du Trésor à 10 ans a frôlé 4% lundi, au plus haut depuis 2009, le jour même où la France accueillait à Bercy la réunion des ministres des Finances du G7. Ce n'est pas une coïncidence neutre, c'est la contradiction la plus lisible de la journée. Le CAC 40 a reculé pour la troisième séance consécutive, cédant encore 0,7% à 7 898 points en milieu de journée, avant de clôturer au voisinage des 8 000 points après un rebond de fin de séance. L'indice parisien abandonne désormais plus de 2% sur la semaine écoulée. Autour de lui, les bourses européennes tentaient elles aussi un rebond fragile, tiraillé entre un Brent qui a dépassé 110 $ le baril, son plus haut niveau depuis 2 semaines, et une tension persistante sur les marchés obligataires mondiaux. La source directe de la pression pétrolière est géopolitique. L'Iran a officialisé la création de l'autorité du détroit du Golfe Persique, un organisme d'État chargé de gérer le passage d'Ormuz. Concrètement, Téhéran s'octroie un droit de regard formel sur un détroit par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Le trafic de pétroliers avait légèrement remonté la semaine dernière, 55 navires entre le 11 et le 17 mai, mais cette normalisation partielle n'a pas empêché les prix d'accélérer. Les investisseurs ont intégré que le contrôle iranien sur le passage est désormais institutionnalisé. Et ce n'est pas uniquement les navires qui sont concernés. L'Express rapportait lundi que l'Iran envisage également de taxer les câbles sous-marins de fibre optique qui traversent ses eaux, artères invisibles reliant le Golfe, l'Asie et l'Europe. C'est dans ce contexte de pression pétrolière et de nervosité géopolitique que le taux OAT 10 ans a touché 4%. Air France-KLM cédait 2,22% à 9,77 €, Total Energies progressait vers 8 € porté par le Brent et Accor lâchait 1,4% sous la double pression du carburant et des taux américains. Publicis, exception remarquable, bondissait après l'annonce du rachat de LiveRamp pour 2,2 milliards $. Mais une seule valeur ne suffit pas à compenser la pression globale sur un indice. Ce qui est resté sans réponse dans cette séance n'est pas la hausse du pétrole, c'est que la France, dont le ministre des Finances présidait la réunion du G7 consacrée précisément aux tensions obligataires mondiales, voyait simultanément ses propres taux atteindre un seuil qu'elle n'avait plus franchi depuis 17 ans. La hausse des taux souverains n'est pas propre à la France, selon dit. Le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, tous les membres du G7 affichaient des rendements obligataires sous pression. Le rendement du JGB japonais à 30 ans atteignait un record inédit depuis 1996. Les contrats à terme sur les bons du Trésor américain reculaient. La tension est globale, alimentée par la persistance de l'inflation et par l'incertitude sur la politique monétaire américaine. Mais le cas français comporte une variable que les autres membres du G7 ne partagent pas au même degré. La France entre dans cette phase de tension avec un déficit public qui dépasse 6% du PIB et une trajectoire de consolidation budgétaire qui reste fragile. Le spread franco-allemand, l'écart entre le Bund et l'OAT, avait déjà commencé à se creuser avant cette séance. Lorsque le taux sans risque mondial monte, les dettes les plus chargées en prime de risque montent proportionnellement plus vite. Kevin Warsh prêtera serment vendredi à la Maison-Blanche, en tant que nouveau président de la Réserve fédérale. Warsh arrive dans une configuration monétaire délicate. L'inflation américaine court au-dessus de 2%, les droits de douane de Trump sur les importations continuent d'alimenter les prix, et la guerre au Moyen-Orient ajoute une pression externe par les cours du pétrole. Les marchés ne savent pas encore s'il incarnera une politique plus restrictive ou s'il tentera de répondre aux injonctions de Trump pour des baisses de taux. Cette incertitude elle-même est un facteur de volatilité pour tous les marchés obligataires, y compris l'OAT. Ce que les ministres des Finances du G7 débattaient à Bercy, les déséquilibres budgétaires, la soutenabilité de la dette publique, la pression inflationniste, était en train de se matérialiser en temps réel sur l'écran de cotation français. Le taux OAT à 4% n'est pas une alerte isolée. C'est le chiffre qui résume une équation que la réunion des Bercy n'a pas encore résolue. Comment stabiliser les dettes publiques quand les taux montent, le pétrole monte et la Banque centrale de référence mondiale change de main sous pression politique ? Ce qui complique l'interprétation, c'est précisément que 4% n'est pas une ligne de rupture mécanique. En 2012, lors de la crise de la dette souveraine européenne, les spreads avaient explosé bien au-delà. La France n'est pas l'Italie ou l'Espagne de 2012. Mais le souvenir de cette période est exactement ce que les marchés obligataires utilisent pour recalibrer leur seuil d'alerte. Et le fait que ce niveau soit atteint dans un contexte de guerre et de changement à la Fed rend la comparaison moins rassurante qu'elle n'y paraît. La question posée par le taux OAT à 4% n'est pas résolue par la réunion du G7. Elle se pose en termes de conditionnement budgétaire. Si ce niveau se maintient, le coût annuel de refinancement de la dette française monte de façon mesurable et les marges de manœuvre du budget 2027, déjà contraint, se réduisent encore.
Le scénario de continuation de la pression tient à deux variables conjointes. La première est le pétrole. Tant que le Brent reste au-dessus de $100, l'inflation apportée pèse sur les anticipations de taux directeurs, ce qui maintient les rendements longs à la hausse. La seconde est la Fed. Si Warsh, une fois en poste, adopte un discours restrictif pour crédibiliser son indépendance face aux pressions de Trump, les taux américains à 10 ans restent élevés, entraînant les taux européens dans leur sillage, et l'OAT en premier rang en raison du spread. Le scénario de détente existe aussi, mais il requiert une séquence précise. Une désescalade au détroit d'Ormuz, soit par accord diplomatique, soit par baisse effective du trafic pétrolier iranien absorbé par d'autres sources, ferait reculer le Brent, allégerait les anticipations d'inflation et permettrait au taux long de refluer. Parallèlement, si Warsh signale lors de ses premières déclarations une continuité prudente plutôt qu'une rupture au quiche, l'écart franco-américain cesserait de se creuser. La référence historique de 2009, la dernière fois que l'OAT a touché 4%, correspond à une phase de sortie de crise financière, où les taux remontaient parce que la croissance revenait. Le contexte de 2026 est structurellement différent. Les taux montent non pas sur la croissance, mais sur le risque simultané d'inflation, de déficit et de choc géopolitique. C'est ce renversement de signal qui rend le niveau 4% plus chargé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2009. Le point de vérification à surveiller dès demain est le rendement du Bund allemand à 10 ans. Si l'écart OAT-Bund continue de se creuser au-delà de 80 points de base, la pression sur la dette française devient une dynamique propre, indépendante de la tendance mondiale, ce qui changerait la nature du problème. Si au contraire le spread se stabilise et que le Bund monte autant que l'OAT, la France reste dans le mouvement global et la pression reste gérable à court terme. La réunion du G7 à Bercy peut produire un communiqué sur la soutenabilité des dettes publiques. Ce communiqué ne changera pas le niveau du taux OAT. Ce qui pourrait le changer, c'est un signal de Warsh vendredi. Et si ce signal va dans le sens de Trump plutôt que dans celui des marchés, la question de savoir si 4% était un plafond ou un plancher restera entière. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.